voyons les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée du 7 novembre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à un projet très intéressant pour vous, mesdames, puisque l'incubateur 100% féminin vient de naître en Algérie, donc qui a pour principal objectif d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Alors aussi la conjoncture actuelle liée au coronavirus Covid-19, on en parle à chaque fois, donc son impact est pratiquement sur tous les secteurs, notamment sur le secteur sport. Alors ce matin, nous allons revenir sur l'impact du Covid-19 sur l'une des disciplines sportives qui n'est autre que le karaté. Et ce matin, alors vous le savez, c'est la rentrée scolaire, donc ça a été déjà le 22 octobre pour les primaires, le 4 novembre pour les collégiens et aussi pour les lycéens. Alors qu'en est-il du goûter de l'écolier? Alors est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour le goûter? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre ce matin en compagnie d'un nutritionniste. Samira Hadjamar, dans sa rubrique, va s'intéresser à une princesse qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de la dernière princesse du royaume d'Alger, donc avant qu'il soit sous l'occupation turque. Et ce sera donc Samira Hadjamar qui s'intéressera. Meissa sera parmi nous ce matin. Elle, par contre, elle va s'intéresser à quelque chose qui nous a accompagnés, qui nous accompagne toujours, qui nous accompagne déjà pendant les soirées, qui réunissent généralement les grands-mères, les mamies avec les petits-enfants. Il s'agit donc des contes et donc Meissa reviendra sur les contes algériens, particulièrement celui de Mohamed Dib. Voilà donc pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina, bonjour. Bonjour. Ça va, Mina? Ça va. Alhamdoulilah. Alors ce matin, il faisait quand même un petit peu frais. On a été accompagné de quelques pluies. Quelques gouttes. Beaucoup d'humidité aussi. Beaucoup d'humidité aussi. Ça va continuer durant la journée? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Un petit peu. Alors un peu plus de détails? Oui. On y va. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil, effectivement. En cette début de matinée, on a eu droit à quelques pluies, notamment à l'ouest et au centre du pays. En journée, on entra un ciel toujours nuageux, parfois couvert, un temps assez lourd, d'ailleurs, avec un taux d'humidité qui dépasse les 60%. Sur la partie est, un ciel voilé en journée, des pluies assez marquées vers l'intérieur ouest, un ciel voilé sur le sud-ouest, le Sahara central, le Sahara oriental, beaucoup de soleil sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 26 degrés à Alger ainsi qu'à Tizi Ouzou, 24 degrés à Annaba, 18 à Djelfa, 25 degrés Gherdaya, 27 Béchar, 32 degrés à Adrar, et enfin 33 degrés, ce sera la maximale à Ain Salah. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt agitée à l'ouest et à l'est du pays, peu agitée sur la partie centre avec des vents entre 20 et 30 km/h sur le centre, entre 15 et 25 km/h vers la partie est et enfin entre 10 et 20 km/h sur la partie ouest. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. On notera un ciel plutôt dégagé du côté de Rome, Vienne, un ciel voilé à Kiev, Moscou ainsi qu'à Istanbul. Côté Mercure, on notera 19 degrés à Paris, 17 à Londres, 21 degrés à Rome, 12 à Vienne, 12 degrés également à Berlin, Kiev, 16 à Istanbul et enfin 9 degrés à Moscou. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Mina. On vous retrouvera donc tout à l'heure. Oui. Après le journal de midi, celui de 19h. Exactement. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Mina. Merci. Et on continue. Alors, on rappelle que notre émission Bonjour d'Algérie est sponsorisée par Coral Peinture. Voilà. Alors, pause musicale avant de retrouver notre premier plateau en compagnie de Mouhpako.
Et voilà, très belle chanson de Mouhbako. Retour sur le plateau pour parler de ce projet 100% féminin, donc pour encourager l'entrepreneuriat féminin en compagnie donc de Sarah Aïthamou. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci aussi pour Bonjour d'Algérie de soutenir ce genre d'initiative et d'encourager en fait les jeunes et ce type de projet. Alors, vraiment marhaba merci. bikoum. Marhaba bikoum. Alors, vous Bonjour êtes- à toute la communauté. Voilà, alors vous êtes chef d'entreprise et vous êtes donc parmi ceux qui ont initié ce premier incubateur 100% féminin. Exactement. Alors, les incubateurs, on sait ce que c'est, mais incubateur 100% féminin, c'est pourquoi? Alors, tout d'abord, je voudrais parler de The Annex DZ. C'est en fait la source de Wombwork. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Wombwork by The Annex DZ. Donc, c'est un espace qui propose différents services aux entreprises. Et entre autres de domiciliation, coworking et des accompagnements. Et au fil des temps, on a eu en fait, on a, on va dire, rencontré des femmes qui avaient en fait quelques soucis, quelques problèmes et tout, et c'est de là en fait Quel genre de soucis, quel genre de problèmes? des problèmes au niveau des créations d'entreprises, des problèmes au niveau de leur construction, de leur business plan, de leur structure d'entreprise, de leur projet, au niveau des financements, au niveau donc du coaching et tout. Et à ce moment-là que est venue en fait l'idée du homework. Et aussi parce qu'on a été élevé par des femmes, on a eu comme exemple des femmes qui ont entrepris, qui ont en fait créé plein de valeurs et tout. Et on se sent un peu redevable, moi et ma collaboratrice, d'aider aussi les autres femmes à notre tour. Voilà. Très bien. Alors, du moment qu'il y a un incubateur 100% féminin, est-ce qu'il faut dire que l'entrepreneuriat féminin est très important en Algérie? Alors, je vais vous dire quelques chiffres. En Afrique, c'est le plus grand continent où les femmes entreprennent, avec un pourcentage de 24%. Malheureusement, paradoxalement, en Algérie, ce chiffre-là, il ne représentait qu'à 6% par les femmes. Donc, le but en fait du homework est en fait d'aider encore plus les femmes à entreprendre, à créer leur success story, à créer en fait leur impact et en fait à contribuer au niveau donc de l'économie algérienne, qu'elle soit en fait locale ou à l'international. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce projet? Alors ce projet-là, il a vu le jour un peu en novembre 2019. Donc, Ça fait une année, on va dire. Plutôt en novembre, oui, voilà, en novembre 2019. Et l'idée, en fait, elle a commencé à germer, à naître. On a fait quelques études de marché, on a fait quelques recherches et tout. Et au final, l'appel à projet, il a été lancé donc la semaine dernière. Voilà. Alors, l'appel à projet est lancé la semaine dernière. D'ailleurs, quel est un petit peu l'engouement et quel est, j'ai envie de dire, le feedback probablement de toutes ces femmes entrepreneurs qui vous avez rencontrées, qui avaient des soucis au départ? Exactement. Alors, elles sont, on va dire que ces femmes-là, elles sont vraiment très enchantées, voilà, et elles ont vraiment hâte de commencer à travailler, en fait, de faire partie de l'incubateur, de connaître les différentes coachs, parce on s'est axé un peu sur donc d'avoir des coachs féminines. Et le but était d'aller plutôt récolter des projets sur le territoire national et non pas seulement sur la région d'Alger. Et donc, pour en fait avoir une dimension un peu sur tout le territoire national et permettre à toutes les femmes de s'émanciper dans le monde, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pas que les femmes, mais aussi des groupes à majorité de femmes, mais même des projets qui sont portés par les hommes, qui ont à vocation en fait d'améliorer la situation de la femme algérienne, d'aider l'entrepreneuriat féminin. Très bien. Voilà. Alors, au niveau de votre incubateur, quels sont les services que vous proposez? Alors, au niveau de notre incubateur, en fait, on propose différents services. Donc, ça va du premier service qui est en fait de l'accompagnement, donc tout au long on va dire, du cycle d'incubation, qui va en fait par des séances de coaching,
Coaching des coachings dans différents domaines. Notre programme, il est basé en fait sur différents modules. Ces modules-là donc touchent à tous les domaines de l'entrepreneuriat, de comment construire une posture entrepreneuriale, de comment savoir choisir son statut juridique, de comment en fait savoir créer sa start-up. Vu qu'on parle d'incubateur, donc on parle de projets innovateurs, voilà, donc on parle de start-up. Et donc ça va du coaching, donc que ce soit pour tout ce qui est coaching en matière, on va dire, un peu entrepreneuriale, professionnelle, donc les différents modules allant du business plan, de comment faire son pitch, de comment défendre son projet, prendre la parole, construire son plan marketing, construire en fait, prototyper aussi son projet. Et aussi, le plus important pour nous, en fait, c'est de travailler beaucoup plus sur l'aspect des porteuses de projets, qui est en fait la femme en elle-même, et donc de partir aussi sur l'aspect un peu, on va dire, psychologique, donc tout ce qui est psychologique, comment avoir confiance en soi, comment aller chercher donc des investisseurs, aller prendre son projet, en parler et ne pas en fait avoir peur et créer sa propre success story. Donc finalement, c'est un accompagnement total. Exactement. Un accompagnement sur plusieurs plans. Exactement. En fait, notre programme, il a une durée de 6 à 12 mois, donc selon le projet. Le processus, en fait, il se passe donc par différentes étapes. Donc la première étant l'appel à projet. Ensuite, il y aura une présélection de ces projets-là, parce qu'on s'est axé en fait à choisir des projets qui vont en fait dans des domaines très sensibles comme l'éducation, la santé, la fintech, donc dans tous ces domaines-là qui vont apporter une plus-value donc à la communauté algérienne et donc améliorer, on va dire, et l'entrepreneuriat féminin et la situation de la femme algérienne, mais globalement aussi la situation algérienne, du citoyen algérien, donc de la communauté algérienne, en faisant donc ces innovations-là et en prenant en charge donc ces projets. Donc ça, c'est l'accompagnement. D'autres services aussi que vous proposez? Alors, au niveau donc de notre espace, au niveau donc de notre incubateur, on a essayé d'avoir en fait des partenariats. On a des partenariats donc avec plein d'autres on va dire constitutions et d'autres fonds d'investissement. Donc comme je citerai notre partenariat avec Afrique9, qui est donc un fonds d'investissement en Afrique. Aussi, le but de l'incubateur est aussi de faire des échanges, parce qu'on a une diaspora qui est donc au niveau, donc, que ce soit en Europe, au Canada et tout. Donc on a aussi un partenariat avec l'incubateur de Bonne 19. Et donc le but en fait, c'est de faire des échanges pour toutes les startups qui n'ont pas trouvé un marché ici en Algérie et que leur marché il peut exister donc là-bas, et de montrer en fait qu'en Algérie on a du potentiel, il y a des projets, et en fait ce trésor humain où on doit en fait investir. Voilà. Très bien. Alors, le projet existe depuis une année. Ça fait une semaine, vous avez dit que vous avez quand même fait l'appel à l'offre. Vous avez quand même un engouement important depuis une semaine? Exactement. Alors, depuis une semaine, on est arrivé à une centaine de projets. Franchement, on est très enthousiaste, motivé, on a hâte de rencontrer ces porteuses de projets, mais aussi ça nous fait en fait énormément plaisir de savoir que les femmes, elles veulent franchir le pas, elles veulent aider à l'économie et contribuer en fait à l'économie algérienne et créer encore plus d'emplois et quoi d'autre de plus, donc avoir encore en fait, laisser en fait son empreinte. Voilà. Effectivement. Et sinon, quelles sont les conditions donc, de ces porteuses, parce que c'est de ces porteuses de projets donc, pour bénéficier des services de l'incubateur? Alors, elles doivent être algériennes. Tout d'abord, donc par rapport à l'âge, nous, on n'a pas de limite d'âge, parce que l'innovation, elle peut venir à n'importe quel moment. Donc on leur dit, donc c'est un message qu'on lance aux femmes d'un certain âge, on leur dit n'hésitez pas en fait à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, n'hésitez pas si vous avez une idée, il faut croire en vous, il faut proposer cette idée-là, il faut proposer en fait ce projet, et pourquoi pas ne pas en fait le concrétiser avec donc l'incubateur de Homework.
L'idée aussi, elle doit être, donc, comme j'ai dit, innovante. Elle doit apporter en fait une plus-value. Elle doit répondre à un besoin. D'abord, si c'est possible, un besoin de la société algérienne. Mais aussi, pourquoi pas, comme j'ai dit, un besoin à l'étranger. Et c'est très facile donc avec les différentes partenariats, donc les différents partenariats qu'on a à l'étranger. Alors, Sarah Ethamoui, il faut dire que généralement les incubateurs, on sait que les incubateurs sont aussi des espaces où les personnes donc, peuvent venir déjà avoir les premiers bureaux avant donc d'avoir leur propre bureau, d'avoir donc leur propre structure. Et donc, généralement, ce sont des coworking space, etc. Alors maintenant, avec la conjoncture actuelle donc, qui est liée au Covid-19, comment vous allez vous y prendre donc, pour gérer cette situation? Alors, déjà dès le départ, nous, on avait mis en place une façon en fait, d'incuber à distance. Donc, vu qu'on va aller chercher des projets qui sont un peu dans les 48 wilayas de notre patrie. Donc le but était de faciliter en fait l'incubation de ces femmes-là. Bien sûr, déjà de permettre à ces femmes-là d'accéder à ce programme d'incubation. Donc on sait de prime abord qu'on va toucher déjà un plafond de verre dans certaines régions, question tradition, des questions un peu de culture, des questions un peu des traditions algériennes et tout. Donc, un plafond de verre, j'imagine que vous allez briser. Exactement. Le but, en fait, c'est un peu de changer le mindset, de dire en fait que la femme, elle a énormément de compétences, elle a énormément de potentiel et qu'il faut en fait la laisser s'épanouir et créer et réussir donc sa propre histoire. Et donc on a déjà mis en place un programme donc d'incubation à distance, comme on l'a vu donc avec ce Covid-19, toutes les grandes sociétés ont dû en fait se mettre au télétravail et donc il y a eu énormément de plateformes qu'on a vues qui ont aidé et qui ont en fait facilité le travail comme Zoom, Skype, Google Meet et même des applications qui ont été mises en place de santé d'ailleurs pour l'information, pour informer les citoyens donc de la situation, de l'évolution du Covid. C'est vrai qu'il y a eu des projets très innovants. Exactement, c'est ça en fait ce qu'on a en fait remarqué ces derniers temps en fait qu'avec cette pandémie mondiale, on a vu tellement de projets et surtout des projets algériens qui ont ajouté une plus-value énorme en fait à la société algérienne et qui en fait ne prouve que encore plus et plus qu'il y a du potentiel dans la jeunesse algérienne, il y a du potentiel dans la société algérienne. Voilà, alors, il faut en profiter, il faut en fait investir dedans parce que c'est le plus grand trésor qu'on a. Voilà, alors du moment que vous n'avez pas de limite d'âge, donc j'imagine que la jeunesse algérienne dans votre incubateur, c'est de 12 à 99 ans. Exactement, comme on dit, de 7 à 97. De 7 à... écoutez, on a vu quand même des projets innovants de la part des enfants qui ont été primés dernièrement par le président de la République qui n'avait que 7-8 ans. Exactement. Donc, exactement. Et on était très fiers de voir que dans ces petits jeunes, bourgeons. Voilà, ces petits bourgeons exactement, qui a autant de savoir, autant de courage pour entreprendre et pour en fait créer et avoir cette plus-value. Effectivement. Voilà. Alors Sarah, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres incubateurs, notamment les grands incubateurs qui existent en Algérie, les incubateurs donc, que l'on connaît? Effectivement, donc on fait déjà partie du réseau rallié, dont je profite pour saluer tous les membres du réseau rallié. Et donc ce réseau-là, il contient donc des incubateurs, donc des acteurs de l'innovation, des startups et tout. Donc on a vraiment un travail, on va dire collectif, collaboratif, pour être une force de proposition, pour faire améliorer les choses. Et bien sûr, donc, on travaille avec nos collaborateurs, c'est en fait nos amis, nos collaborateurs dans notre travail et dans l'innovation, et pour améliorer en fait le digital et améliorer en fait la situation algérienne et l'économie algérienne un peu. Alors pour revenir un petit
petit peu à... Ça fait une semaine déjà que vous avez fait donc l'appel d'offres. Une centaine de projets vous ont été parvenus. Exactement. Alors, est-ce que ça répond un petit peu à vos attentes ou ça dépasse vos attentes? Alors, déjà, ça dépasse nos attentes par rapport à l'appel à projet, mais ça répond aussi à nos attentes vis-à-vis en fait, des domaines qu'on cherchait à investir dedans, à promouvoir et à accompagner. Voilà. D'accord, mais quelles sont vos véritables attentes donc, de ce projet? Alors, nos véritables attentes, c'est vraiment de trouver un peu la pipite, c'est de trouver en fait l'innovation clé, c'est de trouver en fait l'entrepreneur en fait femme de l'année, pourquoi pas, qui va sortir en fait de Homework et qui va avoir un impact, comme on a dit, économique, mais surtout social et culturel. Voilà. Voilà. Eh ben merci beaucoup d'avoir été parmi De nous ce matin. si c'est possible, Bien juste sûr, pour dire à allez-y. ces femmes-là en fait qu'en tant qu'incubateur Homework, on a aussi notre structure qui est le NICE Business Angels. Donc ces femmes-là, quand elles vont finir d'être incubées et que leur start-up elle sera créée, donc le rôle du NICE Business Angels, qui est constitué en fait, c'est un club de NICE Business Angels qui est constitué en fait de femmes entrepreneurs algériennes, qu'elles soient ici en Algérie ou bien qu'elles font partie de la diaspora. Le but en fait, c'est que ces femmes algériennes ont eu la volonté et ont eu l'envie, après avoir elles-mêmes réussi leur success story, d'aider elles-mêmes en fait d'autres femmes algériennes, que ce soit une aide économique ou bien aussi une aide par le biais de contacts, par le biais d'accompagnement et par le biais en fait d'être un peu leur guide. Donc il y a aussi la structure du NICE Business Angels qui est en fait avec le Homework. Voilà, donc finalement, une fois ces femmes-là sont incubées, une fois ces projets féminins sont incubés, vous n'allez pas les laisser tomber. Exactement. Donc l'accompagnement continue jusqu'à ce que ces femmes voleront de leurs propres ailes. Jusqu'à ce que la start-up, elle décolle et qu'elle puisse voler de leurs propres ailes. Voilà, nous vous souhaitons beaucoup de succès, beaucoup de courage et une très belle continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Sarah Aït Hamou, vous êtes chef d'entreprise du premier incubateur 100% féminin, 100% algérien féminin. Exactement. Voilà, vous faites du sport? Oui. Oui, un peu à la maison. Voilà, à la maison un peu et parfois je fais beaucoup de marches. Beaucoup de marches, voilà. De toute façon, c'est le meilleur allié. Voilà, si je puis dire en fait un dernier mot, c'est que on vous attend, chères femmes algériennes. Donc venez participer avec vos projets, n'hésitez pas. Faites le pas, sautez, essayez donc, prenez votre envol et puis avec Homework, c'est l'incubateur où là où l'innovation en fait n'a plus de frein. Elle viendra en marchant? En marchant, en courant, pourquoi pas. Le sport, c'est en sautant, le plus important c'est de se faire incuber. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, donc on parlait de sport et on va encore parler de sport puisque les salles de sport ont été réouvertes donc après plus de 8 mois donc de fermeture, et c'est Sabrina Khlifi qui s'est intéressée donc à la réouverture des salles de sport. Fermées depuis mars dernier, les salles de sport ont réouvert leurs portes le 15 septembre, après 6 mois de suspension en raison de la pandémie du Covid-19. Mais si les sportifs ont regagné leurs salles, crise sanitaire oblige, il a fallu appliquer de nouveaux règlements. Donc le complexe EFAX, après toutes les mesures préventives qui me jetent les adhérents et les drôles, on a obligé pour mettre les bavettes. En plus, on a la température et aussi on a mis le gel désinfectant. On a aussi interdit les douches. L'adhérent aussi, il faut la tenue sportive qui troll. On a mis les produits désinfectants dans tous les appareils. Pour éviter tout risque de contamination au Covid-19, l'adhérent doit appliquer à la lettre toutes les mesures préventives dès l'entrée, en commençant par désinfecter les chaussures et respecter le traçage sur le sol. Le port du masque est obligatoire et un panneau en plexiglas est installé à l'accueil. Par ailleurs, l'adhérent devra se soumettre à un examen médical à l'issue duquel un certificat lui sera délivré. Pour respecter la distanciation réglementaire d'1 mètre entre chaque adhérent, le nombre habituel des abonnés est réduit, car pour une superficie de 160 mètres carrés, la capacité est de 10 personnes, disposant obligatoirement d'une aération naturelle.
Pour ce qui est des machines, elles doivent être désinfectées systématiquement après chaque utilisation. Seuls 50% sont fonctionnels pour pouvoir respecter la distanciation physique. Des mesures pas toujours faciles à appliquer, mais tout le monde doit donner de sa personne pour ne pas retomber dans le confinement, dans l'attente de jours meilleurs. C'est psychique, hein? Non, c'est psychique. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et donc là, on parlait donc de réouverture des salles de sport et toujours sur l'impact du Covid-19 sur le sport. On va en parler avec une championne, pas des moindres. Nadira Zerouki, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors j'étais en train de lire votre biographie. Elle est, masha'Allah, très lourde. Merci très riche et très lourde. Alors il faut dire que vous êtes karatéka. Tout à fait. Et vous êtes 4e dan. Tout à fait. Alors... Et vous avez commencé très très jeune. Tout à fait. Alors, oui, j'ai commencé le karaté à l'âge de 8 ans. Je suis aujourd'hui 4e dan. J'ai fait partie de l'équipe nationale algérienne de karaté depuis les années 89 jusqu'en 2004. J'ai eu beaucoup de titres, double championne d'Afrique, plusieurs fois championne arabe. J'ai été 3e championne mondiale aussi. Et voilà, que de belles voilà, de belles médailles, voilà. Effectivement. Alors, effectivement, il faut dire quand même, Nadira Zerouki, que j'ai envie de dire, les enfants algériens d'une manière générale, quand il s'agit comme ça des arts martiaux, on a très tendance à les orienter généralement vers le judo. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez été orienté vers le karaté? Vous savez, en fait, c'était par hasard. C'était par hasard parce que dans la localité, dans la ville où j'étais, il n'y avait que du karaté. Et je me suis entraînée et l'entraîneur a vu que j'étais douée en fait pour ce sport. Donc c'est venu vraiment par hasard. C'est vrai que les parents ne font pas trop la différence entre le karaté et le judo. Alors là, on voit vraiment la femme en vous, on voit vraiment la délicatesse en vous. Et sur la photo, vous êtes très redoutable par contre. Oui, sur la photo, là je viens de la voir. C'est vrai que voilà, sur la photo, c'est une autre allure. Hein. C'est vrai que c'est ce que je dis à beaucoup de personnes quand ils me voient ou quand ils voient d'autres karatékas. Je ne suis pas la seule à pratiquer le karaté. Quand on me voit, on me dit « Non, c'est pas possible, tu peux pas faire du karaté. Tu ne peux pas être championne de karaté, c'est pas normal. » Donc, et quand on me voit dans la salle, c'est une autre personne, comme la photo que vous venez de voir en kimono. Et c'est vrai que c'est deux choses complètement distinctes. Donc, quand on est sur le tatami, on est, c'est-à-dire dans le monde du karaté, dans le monde du sport, mais quand on est dehors, c'est autre chose. On redevient femme, on redevient une personne tout à fait ordinaire. Mais il faut dire aussi que c'est toute la magie aussi des arts martiaux, parce qu'ils ont un impact très particulier sur soi, n'est-ce pas? Bien sûr, surtout les arts martiaux. Vous savez, la plupart des parents, quand ils ramènent leurs enfants, c'est beaucoup plus dans ce sens-là, parce que l'enfant, certains enfants, bien sûr, pas tous, manquent de confiance en soi, et on les dirige justement vers les arts martiaux pour pouvoir acquérir cette confiance. Et moi, l'expérience que j'ai eue en tant qu'entraîneur, je peux vous dire que ça donne des résultats extraordinaires chez l'enfant. L'enfant change du tout au tout. Alors il vient tout timide, tout peureux, et là, après quelques mois, c'est un enfant qui prend confiance en lui, qui devient... Les parents sont vraiment... Et ça ne serait pas que sur tous les domaines de la vie, hein, donc déjà son comportement, sa relation avec les autres, ses résultats à l'école aussi. Tout à fait. Alors, ils s'améliorent, à l'école, ils deviennent plus concentrés déjà, ils apprennent à se concentrer. Nous, dans le karaté, c'est-à-dire, on est obligé d'avoir une concentration, une très très bonne concentration. On doit apprendre à se concentrer pour pouvoir exécuter des katas ou alors pour pouvoir faire des combats, tout simplement. Avoir de bons réflexes aussi. Donc l'enfant, il apprend énormément de choses. Il apprend à se tenir droit, il apprend à exécuter le karaté, les arts martiaux en général, moi je les conseille à tous les parents.
Et l'entraîneur est très important aussi. Oui. Voilà. Oui. Il faut parler du côté aussi de l'entraîneur qui doit quand même être qualifié, tout simplement. Être éducateur d'abord. Et tout à fait, on est éducateur, on est professeur de karaté. Vous faites plusieurs casquettes. Vous êtes éducateur, vous êtes professeur de karaté, vous êtes psychologue, vous êtes l'ami, vous êtes le copain. Tout à fait, on est là. Non pas pour juste pour donner un cours de karaté et puis ressortir. On doit rentrer dans la vie des enfants. On doit les surveiller. On doit essayer de comprendre leur comportement. Quand un enfant vient et que des fois il n'accepte pas de rentrer dans le bain, il faut essayer d'aller au fond de ce que. C'est-à-dire moi je leur dis. Quand on est professeur de karaté, on devient une famille avec l'enfant, on devient la maman. Oui. Tout simplement, on devient la maman. On apprend à connaître les parents, on tisse des liens, parce que les parents viennent, ils vous expliquent que l'enfant a certains problèmes, etc., etc. Donc voilà. Donc les arts martiaux et l'entraînement est tout un art, toute une façon de vivre. De vivre, voilà, c'est une façon de vie, effectivement. Et justement, Nadira Zalouki, c'est à partir de quel âge on peut commencer à faire les arts martiaux? Alors, les arts martiaux, moi je dis qu'à partir de 4 ans, c'est faisable. Alors, il faut comprendre qu'à l'âge de 4 ans, l'enfant, on ne lui fait pas faire vraiment du karaté, mais on l'initie. On l'initie à la pratique du karaté et il faut lui faire aimer cette discipline en lui faisant faire des jeux, par exemple, tout en l'initiant vers le karaté. Déjà le fait qu'il se mette en kimono, qu'il vienne avec sa ceinture blanche et tout, c'est déjà bien, c'est-à-dire il rentre dans le monde du karaté. Mais il peut commencer à 4 ans, mais c'est à partir de 7 ans, 8 ans que l'enfant commence vraiment à comprendre ce que c'est que la discipline, à être un peu plus sérieux, mais sinon avant 7 ans, c'est beaucoup plus un amusement et beaucoup plus une initiation, tout simplement. Alors votre passion pour le karaté vous a emmené pour être élue la femme de l'année 2020. Tout à fait. Donc, il y a une belle photo, voilà, nous sommes en train de les découvrir. Oui, donc récemment, j'ai été élue parmi l'une des personnalités les plus influentes. Voilà, les plus influentes. Oui, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment tout l'honneur est pour moi. Je suis très, très contente d'avoir eu ce titre. Voilà, et je ne suis pas la seule. Bon, il y a d'autres personnes aussi, il y a des politiciens, il y a des... Enfin, voilà. Et voilà, je suis contente, je suis heureuse. Alors, votre parcours vous a aussi permis d'être membre de la fédération de karaté. Alors, donc, je suis aujourd'hui membre de la fédération algérienne de karaté, donc membre féminin. Je suis représentante du karaté féminin ici en Algérie. Je suis membre aussi de l'Union méditerranéenne de karaté. Et voilà, et puis à côté, je suis conseillère en sport, donc je suis cadre au niveau de la direction de la jeunesse et des sports. Et aussi professeur de karaté. Voilà. Alors justement, Nadira Zalouki, il faut dire que le sport, c'est un entraînement de longue durée, c'est un entraînement à longue haleine, c'est à tout âge, donc on ne s'arrête jamais. On a vu par exemple les grands maîtres des arts martiaux, même s'ils arrivent à un âge très avancé, même 90, 99 ans, ils continuent quand même à s'entraîner. Quel a été un petit peu votre vécu avec la conjoncture actuelle ? Ah oui, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Donc, comme tout le monde, de toute façon, dans le monde entier. Donc, on est à l'arrêt depuis le mois de mars. On ne s'entraîne plus. On ne donne plus de cours de karaté, ce qui est notre vie, en fait. Moi, quand je me lève tous les matins, je sais que tous les jours, je donne des cours de karaté aux enfants. Là, ça fait 7 mois qu'on est à l'arrêt. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible dans le sens où c'est terrible pour nous en tant qu'entraîneurs, c'est terrible pour les enfants qui sont là, qui n'allaient pas à l'école et qui n'avaient même pas la possibilité de faire du sport. C'est une coupure franche, il faut dire que c'est une coupure franche. Ah oui, et les enfants oublient vite aussi. Ils oublient vite, tout à fait. Déjà, on a 2 mois de vacances, généralement. On prend le mois de juillet et le mois d'août. Alors, à chaque reprise, à chaque mois de septembre, il faut toujours refaire carrément c'est-à-dire une petite révision. L'enfant oublie vite, mais il récupère vite aussi.
Voilà, ça c'est connu. Et avec l'arrêt qu'on a eu, ça va être très très difficile. La reprise sera difficile, en espérant qu'il y ait une reprise aussi. Hein. Inch'Allah, on espère vraiment qu'il y ait une reprise. Mais sinon, Nadira Zerouri, connaît-il des athlètes plutôt professionnels? Eux, ils ne devraient pas, par contre, Oui, s'arrêter. oui. Alors, il faut savoir qu'un athlète de haut niveau n'a pas le droit de s'arrêter. Il n'a pas le droit. Et de toute façon, ils le savent. Bon, moi, je vais vous parler de notre équipe nationale de karaté. C'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont très consciencieux. Donc, on est toujours à l'écoute. On essaye de rester en contact avec eux. C'est des jeunes qui s'entraînent, qui ne se sentent jamais arrêtés de s'entraîner. Parce qu'ils ont des échéances qui arrivent. Nous, c'est-à-dire on va toujours dans l'optimisme. On se dit toujours que, voilà, il y a une compétition. On a une compétition au mois d'avril qui est très importante. Donc, qui est toujours maintenue qui, normalement, en espérant qu'elle sera toujours maintenue. Oui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette compétition, dans sa tête, elle est maintenue. Donc j'ai un objectif. Parce que quand l'athlète n'a pas d'objectif, c'est terrible. C'est terrible, moralement, c'est terrible. Alors, ils sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Les objectifs ne sont pas vraiment tracés. Bon, là, on a une compétition au mois d'avril qui est qualificative pour les Jeux Olympiques. C'est une compétition très, très importante. Nos athlètes s'entraînent. Décisive, carrément, du moment qu'elle est qualificative pour les Jeux Olympiques. Exactement, c'est la seule compétition qui va, c'est-à-dire permettre aux athlètes ou d'être qualifiés ou de ne pas l'être. Donc, comme je vous disais, l'arrêt des entraînements pour un athlète de haut niveau, c'est terrible. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Vous savez, quand on arrête 15 jours, on perd beaucoup de qualité physique. Énormément. Ça, c'est 15 jours. Alors, un mois, c'est terrible. À un mois, c'est bon, on a tout perdu. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas, exactement. C'est carrément revenir au début. Être un athlète qui n'a jamais fait de sport et qui reprend. Ah oui, oui, c'est terrible. Vous savez, dans notre jargon, on dit le sport est ingrat. Oui. Le sport est ingrat. On fait du sport, on a du muscle, on est tout content et tout. On a toutes les qualités physiques qu'il faut. Mais à l'arrêt, c'est clair qu'on a tout perdu. C'est-à-dire 15 jours, un mois, on a tout perdu. On est obligé de reprendre à zéro. Mais c'est ça, c'est le sport. Il y a autre chose aussi, c'est que ça revient vite aussi. Ça revient vite. Voilà. C'est un peu l'avantage aussi des sportifs. Aussi. Tout à fait, ça revient vite. C'est-à-dire quand on a fait du sport dans sa vie, on peut s'arrêter. La reprise est difficile, mais le muscle remonte rapidement, contrairement à une personne qui n'a jamais pratiqué de sport. Et comme on dit aussi dans notre jargon, le muscle a une mémoire. Voilà, quand on parle, on dit le muscle se rappelle qu'un jour il a fait du sport. Voilà. Donc il reprend très très vite par rapport à une personne qui n'a pas pratiqué. Alors justement, parlant de muscles, que pensez-vous de la musculation féminine? Eh ben moi je suis, moi je suis très portée sur la musculation féminine, enfin la musculation. Oui. Personnellement, je parle de moi. Bon, je vous dirais que quand c'est exagéré, quand ça devient un peu masculin, je ne suis pas vraiment pour. Bon, genre bodybuilding. Voilà, je respecte. C'est des choix. Voilà, c'est des choix. Il y a des femmes qui aiment ça, c'est leur choix. Mais la musculation est très très importante pour la pratique du sport de tous les jours. Hein. Voilà, moi je suis aussi prof de fitness, donc il y a beaucoup de dames qui viennent, qui vous disent voilà, je veux perdre du poids, je veux ceci, Il faut savoir que quand on perd du poids, rapidement, on se relâche, c'est connu. C'est-à-dire, j'apprends rien aux téléspectateurs. Mais ce qu'il faudrait savoir, que pour éviter le relâchement, il faudrait passer à la musculation, c'est-à-dire faire des exercices de renforcement musculaire. On ne va pas parler de musculation, on parle de renforcement musculaire. Donc travailler avec des haltères, travailler avec une barre fixe, travailler avec plutôt faire des squats. Ça c'est très important, beaucoup de femmes ne le savent pas. Et il ne faut pas en avoir peur, il faut juste avoir le bon entraîneur. Et voilà, et justement, juste avoir le bon entraîneur, ne pas avoir peur, ce sont des questions que Maya Amrani, notre collègue, s'est posée dans ce reportage sur la musculation au féminin. Manque d'activité sportive,
stress, mauvaises habitudes alimentaires, tout cela a un impact sur notre corps et notre santé. Pratiquer la musculation apporte ainsi des réponses convaincantes aux conséquences néfastes de nos modes de vie. La musculation, c'est un ensemble d'exercices qui s'effectuent avec une résistance, soit sur des machines guidées ou bien avec des charges libres, comme les haltères, les barres et les disques. C'est des charges additionnelles qu'on vient porter et faire des mouvements ou des exercices qui visent en première intention le développement de tous les groupes musculaires squelettiques. Loin de l'image qu'on peut s'en faire, la musculation peut être adaptée facilement à chacun et à chacune, nous explique le coach Adel. Les femmes s'intéressent de plus en plus à la musculation. Malgré ça, ce sport souffre encore d'une image de sport trop dur, réservé aux hommes uniquement et aussi inadapté à la pratique féminine, ce qui est complètement faux. La musculation est l'un des sports les plus adaptatifs qu'il soit. Les orteils vers l'avant, garde les orteils vers l'avant, descend et remonte tout doucement. Ça va travailler les biceps aussi. Conserver de la tonicité musculaire avec l'âge, retrouver un corps fonctionnel, perdre du poids, la musculation est un recours idéal pour jeunes et moins jeunes n'ayant pas un profil de sportif. Donc le coach pourra vous proposer un entraînement adapté à vous, adapté à vos objectifs et surtout à vos capacités. Perte de poids, corps plus tonique, plus ferme et gain de force, posture améliorée, confiance en soi, c'est cela le bien-être. Et voilà, donc c'était la musculation pour les femmes. C'est un sujet donc de Maya Amrani. Donc vous conseillez quand même de faire du sport, même à la maison? Ah oui, bien Pourquoi sûr, faire du sport. Vous savez, il y a des exercices qu'on peut faire qui sont tout simples, qu'on peut faire à la maison. On n'a pas besoin de se déplacer dans une salle de sport. Bon, là maintenant avec la réouverture, bon, c'est faisable, c'est possible. Mais il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire à la maison qui sont très très intéressants. Il suffit de regarder sur YouTube. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Donc tous les jours, vous savez. Même marcher, c'est l'un des meilleurs sports qui puissent exister. Donc, faire de la marche tous les jours, une demi-heure, bon, on ne va pas dire tous les jours, on va dire peut-être 3 fois par semaine. Faire de la marche, faire des exercices au sol aussi, à la maison. C'est magnifique. Donc, il y a toujours la possibilité de s'entraîner quand on le veut. Et moi, je conseille toujours, faites du sport, c'est très, très important. Ne serait-ce que de la marche, une demi-heure par jour. Une demi-heure de marche, c'est magnifique. On a un pays quand même où il fait beau. On est gâté par le soleil, voilà, il faut on dire, a des espaces quand même, on peut faire de la marche. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Je vous remercie d'abord. Et voilà, mes amitiés à tous les karatékas, à tous les sportifs en général. Je souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui sont malades. Mes condoléances à ceux qui ont perdu des personnes de leur famille. Je fais un coucou à ceux qui me regardent, à ma maman, mon fils Sultan qui me regarde. Voilà. Et un grand bravo à nos médecins aussi, que je n'oublie pas. Et merci à vous de m'avoir invité. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Nadira Zerrouri, je rappelle, vous êtes membre fédéral de karaté à la Fédération algérienne de karaté. Et puis vous avez tout un parcours, hein, sinon, on va aller jusqu'à la fin de l'émission. Exactement, voilà. En lisant votre parcours. Merci encore une fois. Et puis on vous souhaite une belle reprise déjà. Merci beaucoup. Inch'Allah, belle reprise. J'espère que les choses vont s'améliorer, que cette maladie partira aussi vite qu'elle est venue et qu'on reprenne nos vies, de tous les jours. Parce que ça dure.
Ça dure, effectivement. Ben, merci beaucoup et puis bon succès pour le mois d'avril. Merci beaucoup. Pour les compétitions, Inch'Allah, du mois d'avril. Merci encore à vous. Alors, on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et à présent, ce sera Maya Amrani qui s'est intéressée à un sujet très intéressant qui n'est autre que l'art de la recyclerie. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets arrivés en fin de vie. Les produits recyclables comprennent certains métaux, plastiques, carton, bois, fer et autres. Bon, voilà, c'est une table qui je l'ai fait moi-même. Le bois de récupérer les chantiers, c'est un bois rouge qui est assemblé et pensé. C'est un mur, on appelle ça un bardage de bois. Le bardage en bois, c'est fait généralement en bois de palette. Nous, on l'a fait avec des bois d'emballage des machines. Ce lustre, il est récupéré d'une planche en chêne naturel. C'est un chêne naturel. Le barbecue est fait de cette bouteille de gaz réfrigérant qui est récupérée chez le frigoriste. Dans son espace jardin, Abbès, designer autodidacte, improvise et crée selon son imagination, agréablement entouré de plantes et de fleurs qui lui apportent une meilleure inspiration et une bouffée de fraîcheur. C'est un barbecue qui est fait sur commande avec de bois de récupération, toujours. Voilà, avec des bouteilles à gaz réfrigérant qui sont récupérées chez un frigoriste. Celle-là, c'est une poubelle qui est faite de bois de palette, récupération. Voilà, on met le sachet. Quand on a les pleins, voilà, on peut prendre, on le tire. Et comme ça, notre poubelle est protégée contre les chats, Bon, c'est une table qui est faite de bois de récup, encore. Parce que c'est de la récup. Vous voyez, c'est le fer est ancien, déjà utilisé. Les chevrons récupérés chez le menuisier. Comme ça, on peut travailler à l'aise. Les palettes transformées puis traitées apportent une note naturelle et scandinave dans cet intérieur entièrement conçu par l'artisan. Voilà, c'est un comptoir que j'ai fait de bois récupéré, d'emballage des machines, celui-là qui vient d'Europe. C'est bien traité et bien dur. J'ai utilisé même des faux parquets, dalle de sol faux parquet, des chutes. Avec ce bois. Avec ce bois qui est solide. Voilà, c'est solide. C'est la polystyrène, c'est une polystyrène, aspect pierre. Des chutes qu'on a récupérées encore. Et on a fait ça. Ça, c'est de récupération de l'MDF, de chantier. Abbès est un membre d'un groupe d'artisans ayant jugé nécessaire de mettre en place un réseau d'échanges permettant de développer les contacts entre les différents acteurs de la filière. Oui, je suis un membre de groupe La Recyclerie des Aides, où il y a beaucoup de bricoleurs comme moi, des recycleurs, qui ont fait l'échange des idées, on fait l'échange des objets. À l'époque de la crise économique, j'étais avec mon père à l'aide sur les chantiers. C'est là où il a découvert la patience chez moi. L'utilisation des déchets par le recyclage, c'est débarrasser la planète de la pollution et l'encombrement des déchetteries. Un savoir-faire qui, on l'espère, perdurera dans le temps. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire.
Et voilà, donc de retour. Alors on rappelle que notre émission est sponsorisée, voilà j'y arrive, par Coral Peinture. Et Samira Hadjamar nous a rejoint. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Samira? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes toute jolie. Merci beaucoup. Vraiment. Toi aussi, tu es jolie. Merci. On est jolie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans l'histoire. On va aller au XVIe siècle. Au XVIe siècle, voilà. On va aller, on reste à Alger plutôt, dans le royaume d'Alger. Et on va parler de la dernière princesse du royaume, qui est Zafira. Voilà, tu la connais? Je la connais. Je connais un petit peu son histoire, qui n'est pas très heureuse comme histoire. Non, elle n'est pas très heureuse, c'est plutôt une tragédie, c'est pas une histoire. C'est une tragédie, voilà. C'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plutôt un amour impossible qui s'est terminé par un cauchemar pour la princesse. Donc la princesse, ce que je retiens de l'histoire, c'est que c'est une très belle femme. C'est une très très belle femme. C'est ce que les dire et l'histoire nous enseigne justement. Oui, et c'est surtout une femme qui avait beaucoup de force et une personnalité en fer puisqu'elle s'est opposée à Arrouj. Oui. Arrouj Barberousse. Guerrier. Exactement. Alors pour revenir dans le contexte, ottoman, bien sûr, un corsaire ottoman. Nous sommes au XVIe siècle. Alger subit des menaces de l'Empire espagnol, donc de la reine Catherine la catholique et Ferdinand. Qu'est-ce qu'ils font les habitants d'Alger? Ils font appel à Selim Toumi, qui lui était prince régnant sur la plaine de la Mitidja. Donc il vient, il répond à l'appel des habitants et il vient avec sa femme et son fils. Il s'installe à Alger, il tente de faire face aux forces navales espagnoles, il n'y arrive pas. Il est désespéré, les habitants d'Alger sont désespérés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à Arrouj Barberousse qui lui régnait sur le Djidji. Donc le Djidji, pas spécialement le Djidji de maintenant, mais la région du Djidji. Il vient et il arrive à contrer les forces. Là, ce qu'on voit, c'est la carte d'Alger, donc au XVIe siècle. C'est à Casbah. Oui, c'était le cœur d'Alger. Le cœur d'Alger, oui. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Arrouj, il arrive, il est puissant, il est riche, il arrive à contrer les forces espagnoles pendant un temps en tout cas, et il est avide, hein, c'est des hommes de pouvoir, il est avide de pouvoir. Selim Toumi qui a fait appel à lui sans danger, il se rend compte qu'il a fait une erreur finalement en faisant appel à Arrouj. Qu'est-ce qui se passe? Arrouj le tue. Pourquoi? Il le tue parce qu'il tombe amoureux de Zafira, la femme de Selim Toumi, donc le prince d'Alger. Qui avait un petit garçon. Qui avait un garçon à l'époque, oui, il était tout petit, son fils. Et ça a de l'importance, pourquoi? Parce que, d'abord, il tue Selim Toumi dans son bain. Selim Toumi est en train de prendre son bain un soir et Arrouj le tue ou le fait tuer en l'étranglant. Zafira est très malheureuse. Surtout que Arrouj fait une parade, en fait, ils le mettent sur un cheval et ils le font parader dans toute la ville, heureux de pouvoir, il a conquis Alger en fait, et il reprend le pouvoir, il espère aussi conquérir le cœur de Zafira, ce qu'elle ne veut pas, il refusera jusqu'à son dernier souffle. Donc il y a un échange de lettres, il lui écrit et il lui déclare sa flamme et il lui dit voilà, c'est vrai que ton mari est mort, je suis désolée et tout, je sais que tu penses que je suis coupable, mais ce n'est pas moi, mais je vais... Il y a un échange de lettres, elle lui répond gentiment, c'est très gentil, je sais que c'est pas toi, mais voilà, moi je suis toujours en deuil, j'aime encore mon mari. Selim Toumi. Raconter comme ça, c'est simplifié. Oui. Hein. Voilà, donc il y a un échange de lettres, ça marche pas, qu'est-ce qu'il fait pour lui? Arrouj Barberousse, pour prouver son amour à Zafira, qu'est-ce qu'il fait? Il paye quelqu'un, son ministre plutôt, paye quelqu'un pour se prétendre coupable. Donc il l'arrête, il l'étrangle aussi, et pour prouver à Zafira que finalement voilà, c'est lui le coupable et on l'a tué. Elle continue à refuser et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il la violente. Un soir, il la violente et c'est lui qu'on voit, c'est Arrouj. Voilà, c'est Arrouj. Barberousse. Et c'est, je pense, dessiné par Racine, le peintre Racine, voilà. Alors on rappelle qu'on l'a appelé Barberousse, c'était par rapport à sa barbe qui était rousse. Rousse, les deux frères, Barberousse. Les deux frères, oui. Voilà, des Chypriotes en fait, originaires ou plutôt des Grecs de l'île de Lesbos, voilà, qui se sont convertis ensuite à l'islam pour rejoindre, quand ils ont rejoint l'Empire ottoman. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il tente, quand il n'y arrive pas, donc en dernière cour, il la violente. Il la violente. Alors cette histoire, à la base, comment on la connaît? On la connaît parce qu'il y a un diplomate vers 1724-25 qui en fait le récit
dans l'histoire du royaume d'Alger. C'est un diplomate français, je suppose. C'est un diplomate français, mais qui a édité le livre en Hollande, donc à Amsterdam. Le livre est sorti à Amsterdam 1725. En tout cas, lui, le diplomate, était à Alger en 1724. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la préface de cet ouvrage? C'est ce qu'on voit exactement. Il a été réédité qu'une fois, mais il est disponible sur Internet. On peut le lire sur Internet. Et c'est dans la préface, justement, qu'il mentionne Zafira. Donc, Salim Toumi, Zafira et Harouj, il mentionne ces trois personnages, il mentionne le contexte, mais surtout, il mentionne qu'il s'est inspiré d'un récit qu'il a trouvé dans un manuscrit, donc en velin, c'est-à-dire on va dire de luxe, puisque c'est fait avec de la peau de veau. Donc à l'époque, c'était quelque chose d'important, on va dire. Donc, alors qui a écrit ce manuscrit? C'est Sidi Ben Haram, de Constantine. C'est un marabout. On a retrouvé un morceau de l'histoire de Zafira dans ce manuscrit. Sinon, cette histoire de Zafira reste comme une légende, en fait. On ne sait pas si réellement ça s'est produit. Parce que, d'abord, on a du mal à croire qu'elle s'est suicidée, empoisonnée, c'est-à-dire après s'être faite violenter par Harouj. Harouj, donc, une nuit a tenté de la violenter, par la force, en fait, de la conquérir par la force. Elle s'est débattue avec un couteau, donc il n'a pas réussi à arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il renvoie des soldats pour la désarmer. Et c'est là, en fait, qu'elle décide de se suicider en avalant un poison. Lui, pour se venger, il étrangle toutes ses servantes, en fait. Et l'histoire de Zafira s'arrête ici. Et on retrouve la trace dans ce manuscrit qui a été traduit par Logier de Tassy. Voilà, donc finalement, une histoire tragique. Très dramatique. On ne la connaît pas vraiment dans l'imaginaire algérois, on ne la raconte pas. On ne la raconte pas tellement, on ne la raconte pas. Seulement, il y a donc Daniel Enouri, le réalisateur, et Adila Bendimret, donc la comédienne et productrice donc algérienne, qui ont décidé d'en faire un film. Oui, effectivement. Et le coup d'envoi, je pense, avait été fait en mars, et à cause du Covid, je pense que tout est arrêté. Donc c'est Adila Bendimret, la comédienne, qui va camper le rôle de Zafira. C'est une très belle chose, on va dire. Voilà, oui, parce que ça fait partie quand même de faire connaître un petit peu cette histoire, de la faire sortir un petit peu de l'ombre, parce qu'effectivement, on ne la raconte pas tellement. Non, on ne la connaît pas comme conte, ni comme légende. Et malheureusement, le livre de Logier, lui-même le dit, dans sa préface, il dit que cet ouvrage ne peut pas servir de recherche ou de point de recherche pour les universitaires, parce que lui-même n'est pas sûr que cette histoire ait existé. Il l'a retrouvée dans le manuscrit, mais il ne sait pas si c'est réel. Donc c'est entre le romanesque, la légende, le mythe et la réalité. Salim Toumi a existé, Zafira a existé, mais l'histoire telle qu'elle est racontée dans l'histoire du royaume d'Alger, ou reprise ensuite, on la retrouve sur Internet, elle est reprise, c'est une belle histoire. Maintenant, ce qui est remis en question, que Zafira était musulmane, donc c'est impossible qu'elle se suicide, et en deuxième, c'est qu'elle avait un petit garçon, donc on a du mal à croire qu'elle ait pu laisser abandonner son fils aussi jeune. Tout seul, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'on en apprendra avec le film de Adila Bendimret et Daniel Enouri. Effectivement, de toute façon, ce livre qui a été édité, vous avez dit, vers les 1725, 1724, 25 Amsterdam, et puis même le film, donc ça va être déjà des pistes de recherche, donc qui pourront encourager, pourquoi pas, les universitaires à s'y intéresser un peu plus. Oui, j'espère, sincèrement, parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites. Alors la photo qu'on a vue peut-être tout à l'heure, c'était Zafira avec le pan. C'est la cerise du pan, voilà. Si on la voit pas, la photo, c'est juste pour dire que c'est Hossein Ziani, le peintre algérien, qui l'a faite, et qui est une œuvre d'art, en fait, qui est un chef-d'œuvre. C'est très beau. Donc finalement, ça a même fait des sujets, ça a même fait des thématiques de peinture. Voilà, de peinture, et Hossein Ziani l'a peinte, et c'est une représentation fréquemment utilisée. Voilà, c'est la cerise du pan. La cerise du pan. Elle s'intitule comme ça. Voilà. C'est une très belle histoire, mais ça reste une histoire quand même assez malheureuse, une tragédie. Oui, une histoire d'amour impossible et une tragédie pour la princesse. Après ça, il n'y a plus eu de princesse, puisque les corsaires, puisque les Ottomans se sont installés, et qu'il n'y a plus eu de prince.
d'Alger. Voilà, il y a eu des beys et des pachas. Mais sinon, il faut dire que la tradition orale algérienne, mais aussi tous ces manuscrits qu'on trouve, tous ces parchemins qu'on trouve, enseignent quand même que les légendes sont très multiples en Algérie. Oui, bien sûr. Il suffit juste finalement de les mettre à la lumière. Alors, grâce au ministère de la Culture, on va dire, le patrimoine immatériel, on a pu le transcrire, hein, donc il y a une trace. La majorité, il y a une tradition orale ancrée en Algérie, hein, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les contes, comme ce qu'elle va faire Meïssa dans un petit moment. Et donc la musique, la poésie, tout ça se transmettait de façon orale. Donc c'est du patrimoine immatériel. Il y a une démarche qui est entreprise depuis plusieurs années par le ministère de la Culture pour justement transcrire tout cela, protéger, sauvegarder, parce que ça peut disparaître facilement. La danse aussi. Par l'édition, par des enregistrements et par donc de la photographie, ne serait-ce qu'enregistrer sur des CD ou dans des bases de données, toutes ces informations. Voilà. Mais sinon, les contes, ça te dit? Oui, j'adore. Franchement. Comment ça nous a accompagnés. Ça développe l'imaginaire et l'imagination, c'est très utile. Très important pour les enfants. Déjà petits que nous étions, et puis ça fait toujours plaisir finalement de rencontrer les contes qu'on lisait quand on était petit. Hein. Oui, il y a les grands-mères, il y a les mères qui lisaient les contes. Moi personnellement, j'en ai lu. J'ai commencé très jeune à lire et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça développe absolument tout, que ce soit l'écriture, la mémoire, l'imaginaire, donc une personnalité artistique. Effectivement, et aujourd'hui, le conte, les conteurs, c'est devenu carrément un métier. Que certaines personnes exercent en tant que conteurs. On a une collègue, Siham Knouch, bien sûr. Exactement, nous avons une collègue, Siham Knouch, qui est conteuse, qui le fait très bien, effectivement. Donc, il y a Mahi, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, effectivement. Voilà. Et Leïla Ben Aïcha, on a rencontré l'une d'entre elles. Il s'agit de Assia Lafi, je ne sais pas si tu connais. Je la connais. Assia Lafi, voilà. Donc Assia Lafi, très douce comme ça, comme dame. Alors de très beaux contes qu'elle raconte aux enfants. Donc on la voit toujours dans tout ce qui est exposition de livres, même aux adultes, par exemple, même aux adultes. Plusieurs fois. Voilà. Donc elle est toujours bien entourée finalement des enfants lorsqu'elle fait ses contes. Merci beaucoup Samira. Merci beaucoup pour ce beau voyage au XVIe siècle, bien qu'il soit quand même malheureux un petit peu. Oui. Mais bon, c'est l'histoire. Exactement. C'est l'histoire. Merci beaucoup Samira, on te retrouvera donc la semaine prochaine pour une autre thématique, Inch'Allah. Voilà, donc je rappelle, notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et à présent, comme je vous le disais, Leïla Ben Aïcha a rencontré Assia Lafi, qui elle est conteuse dans ce reportage. Et ces paroles-là, c'était de la magie. C'était féerique ce qu'elle nous racontait. Et puis même sans le conte, elle avait une façon de nous parler
des proverbes, du vécu de son enfance à la Casbah. J'aimais raconter les anecdotes de ma grand-mère. À partir de là, j'ai commencé à écrire aussi. Et je me disais que j'avais une voix qui portait et que cette voix-là, je devais la partager avec les autres. Et après, j'étais dans un groupe de femmes. On avait fait des ateliers d'écriture. Mais après, je me suis dit qu'il fallait que c'était le conte qui me rongeait. Et tout d'un coup, elle rencontre le lion. Elle avait peur. Elle tremblait de peur. Le lion qui la regardait avec de grands yeux lui dit « Mais que faites-vous là, bonne femme ?» Conquérir le cœur d'un enfant, nourrir son imaginaire pour le faire voyager, exige certaines techniques. Le mimique, le son, la voix, Cassia maîtrise si bien. Mais pour l'impliquer au conte, elle rajouterait le rire et les devinettes. Des fois, ils me disent que l'enfant n'est pas intéressé par le conte. Si, l'enfant est très, très intéressé par le conte. Parce que quand je commence un conte, par exemple, il faut que je commence par un conte qui les fait d'abord rire. Un conte où il y a des devinettes. Et l'enfant est dans l'histoire. Il est là, dans le conte. Pour notre conteuse, le conte véhicule un message et une moralité qui peuvent éduquer l'enfant. Quant aux berceuses, que lui chantonnait sa grand-mère, à son tour, elle veut les transmettre à toutes les mamans. Et là, pour les tout petits, il y a les berceuses aussi. Et ça les intéresse. Quand nos grands-mères faisaient dormir les bébés, c'était avec les berceuses. جعلولتي يا بنات والشيخ ما جاشي عممت عليا صباط وراشي جعلولتي العالية في وسط الدالية دالية معمرة بالعنب والساقية معمرة بالماء. Alors le bébé s'endort. La conteuse est une voyagiste, une éducatrice qui, par la moralité du conte, nous donne une leçon pour la vie. Et voilà, c'est une conteuse, oui, Meissa. Bonjour Meissa. Bonjour, et Meissa Lola. nous rejoint. Meissa, tu nous as manqué. Oui. Tu Moi nous as laissés comme des orphelins la semaine dernière. Oui, c'était un coup de fatigue, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Eh ben, on est très content que tu sois parmi nous ce matin. Et ce matin, Samira, elle va nous parler de quelque chose qui nous a de tout temps fait rêver, qui continue de nous faire rêver. Il s'agit des contes. Des contes populaires, exactement. Voilà, les contes populaires. Alors Meissa, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conte populaire? Exactement. Donc un conte est un récit de fiction qui se ressource du fond culturel d'une communauté. C'est des histoires transmises de génération en génération. Ils n'ont pas un auteur unique. Les contes véhiculent de nobles valeurs d'amitié, de sagesse, de loyauté et de courage. Les thèmes des contes sont variés. Ils parlent sur l'histoire, le social jusqu'au monde animal et font appel à l'imaginaire, l'anecdotique et au légendaire. Ils représentent une richesse culturelle aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Effectivement. Oui. Dans la société traditionnelle algérienne, la pratique du conte est remarquable. Chaque rassemblement donne l'occasion à la narration d'une histoire. Toutes les rencontres sont des prétextes pour transmettre un savoir à travers une parole. Le conteur peut accompagner son récit de gestes et de rythmes et y associer de la poésie, des formules rituelles religieuses ou de la mémoire collective inspirée du vécu. Très bien. Alors, Meissa, dis-nous, est-ce que tu parlais donc des conteurs, donc tu parlais un petit peu de tous ces rassemblements, donc qui nous permettent aussi d'avoir tout cet échange-là. Alors, justement, pour ce qui est des conteurs, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les conteurs? Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Oui, alors... Est-ce qu'ils le font juste par amour? Alors, il existe plusieurs types de conteurs. Nous avons le professionnel et l'amateur. Alors le professionnel, il vit de ça, et l'amateur, c'est pour le plaisir, pour le partage, etc.
Donc alors, pour les conteuses et les conteurs, c'est différent. C'est un peu différent. Alors, pour les conteurs, les occasions sont nombreuses. Juma'at, réunions de clans ou de quartiers, rencontres à proximité des souks, etc. Tous ces lieux sont propices à l'échange verbal. Ces conteurs se produisent en plein air dans des lieux publics et les auditeurs alors forment une ronde pour mieux savourer leurs mots. Au cours de leur déplacement de village. Oui, non, mais toi, les contes, c'est ta grand-mère qui te racontait ou ta maman? Moi, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Ma grand-mère me raconte des légendes, d'Abakele, etc. Elle te raconte Mon quoi? grand-père me racontait l'histoire, alors je connais pas son nom, mais c'est l'histoire, oui, la chanson c'est Tabbeliya tabbela toujani al-warid al-hamra jradmi. C'est ça là, donc il m'a raconté. Oui, Il te l'a chanté? Oui. Non, je connais pas, mais j'aurais adoré avoir ton grand-père. Et puis chanté par Meissa aussi, ça a un impact quand même très particulier. Merci. Pour concernant les conteuses, ce qu'il faut savoir, c'est que la parole du conte est traditionnellement féminine. Ce sont nos grands-mères qui racontaient des histoires aux enfants ou aux adultes. Le répertoire féminin est surtout composé de contes sur la famille, sur la vie de la femme, etc. Les récits ne manquent pas de s'ouvrir sur le surnaturel et le merveilleux. Est-ce que tu connais Djaha? Est-ce que tu connais Djaha? Djaha. Et comment? Oui, Et comment? Ma mère m'a raconté Djaha. Donc toi, c'était ton grand-père. Il y en a plusieurs. Et alors, le conte a un aspect ludique et pédagogique. On l'éduquait avec. Et les conteuses vont avertir des dangers et des risques. N'hésitant pas à remettre sur le bon chemin la bonne voie des consciences égarées. C'est ce qu'on appelle la morale. Parce qu'il y a toujours une morale à la fin d'un conte, d'une histoire. Exactement. Oui. En véritable comédienne, elles ont l'art de transformer le conte en récit-spectacle. Car, il faut avouer, généralement, elles jouent plus qu'elles ne récitent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle que ma grand-mère aussi le faisait. Donc voilà, et comme je te l'avais dit juste avant, dans le Roudak, il existe plusieurs types de conteurs, donc le professionnel et l'amateur, issus de différentes régions d'Algérie. Il y a le Zab, la Kabylie, l'Algérois, Ouadsouf, etc. Et donc, comme nous célébrons cette année le centenaire de la naissance du grand écrivain algérien Mohamed Dib, j'aimerais bien lui rendre un hommage ce matin en présentant quelques livres. Bon, les livres de Mohamed Dib sont malheureusement introuvables. On lance un appel. On lance un appel, oui, on lance un appel. C'est qui, Berzar, s'il vous plaît, réédité. Oui, parce qu'il faut dire que ce sont des contes qui ont été écrits effectivement par Mohamed Dib, mais qui n'ont pas été réédités malheureusement. Depuis un moment, depuis un moment, donc on ne les trouve pas sur les étalages des librairies. Donc ce sera effectivement un C'est lequel? C'est le Chakiboud et alors, le Chakiboud. J'ai cherché n'importe quel livre. C'est entre Mohamed Dib, mais j'ai pas trouvé le Chakiboud ou l'hippopotame qui se trouvait vilain. Donc c'est ces deux contes que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors cette fois-ci, je vais vous le présenter vraiment brièvement, mais la semaine prochaine, on va parler plus profondément sur lui, sur Mohamed Dib. Donc nous avons... Espérant que d'ici là, nous aurons... on va les trouver. On va les trouver. Inch'Allah. Et donc, alors, et oui, le père des lettres algériennes n'a pas écrit simplement des livres pour les adultes, il a écrit aussi des livres pour les enfants, comme le Chakiboud. Alors, c'est une œuvre mêlant humour et poésie. Alors, c'est l'histoire d'un Chakiboud, car il a été victime d'une injustice. Il a été accusé à tort d'avoir mangé les griffes du vieux père, alors que c'était vieille mère qui avait tout dévoré. Elle a accusé le chat. Voilà. Et donc, si celui-ci n'est pas doué sur la parole pour se défendre, sa bouderie va se révéler spectaculaire. Eh ben voilà, donc il ne sait pas parler, mais il s'est boudé. Oui, voilà. Exactement. Et nous avons aussi, alors que je vous l'ai dit, l'hippopotame qui se trouvait laid. Donc vilain. Oui, Mohamed Dib raconte dans son livre l'histoire originale d'un petit hippopotame qui s'est aventuré dans la maison d'un homme. Et donc, il s'est vu dans le miroir et il s'est trouvé très laid, très vilain. Et
Alors, l'hippopotame, triste et embêté, décide de changer d'apparence et pour cela, il va voir un grand sorcier qui lui dit « Boulé boulé, koulili toulé, voutoul toulé, zulzaoulé » et le transforma en drôle d'animal. Mais le petit hippopotame, décidément, n'est jamais content. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est vraiment ta façon, c'est ta façon à toi avec laquelle tu as prononcé la formule, parce que c'est vraiment pas chose aisée. Hein. Il s'est transformé en quoi, je me rappelle. En des drôles d'animaux, voilà. Il changeait. Alors je ne sais pas vraiment parce que j'ai pas lu le livre. D'accord. Mais voilà, donc. Il y a aussi Baba Fokran. Donc c'est un recueil de contes du terroir algérien. La semaine prochaine, je vais vous le conter. Inch'Allah. Espérons juste qu'on va les trouver d'ici la semaine prochaine. Inch'Allah. En effet, voilà. donc voilà, déjà, nous avons la couverture de Baba Fokran, de Mohamed Dib. Et alors nous avons pas que des conteurs, nous avons aussi des conteuses. Effectivement. Oui, nous avons Nora Asseval. Alors, comme tu peux voir ici, c'est un recueil de livres. C'est Contes du Djibel Amour. Donc c'est les trois, les voilà. Et donc alors, Noura Asseval, c'est une conteuse traditionnelle algérienne. Elle a vécu dans le sud-ouest et sur les hauts plateaux de Tieret. Elle a été bercée par les contes populaires que racontaient les femmes de sa tribu, des Ouled, Sidi, Khaled. Elle est détentrice d'un grand patrimoine et oral hérité depuis l'enfance en Algérie. Elle continue à collecter des contes et sur le terrain et les écrit dans les recueils comme ceux que je vous ai ramenés aujourd'hui. Voilà. Alors, tu peux la mort dans le titri. Oui. C'est dans le titri. Et tu sais aussi qu'est-ce qu'on connaît du Djibel Amour, de cette région. Le tapis. Le tapis, oui. Le tapis qui est fabuleux. Le tapis, effectivement. Exactement. Et nous avons aussi Taous Samarouche. Donc voilà, j'ai ramené son recueil de livres. Alors c'est Le Grain Magique. Et alors Taous Samarouche qui a réuni et traduit des contes, poèmes et proverbes kabyles qui ont enchanté et marqué son enfance, racontés par sa mère Marguerite Fatma Aït Mansour. Un recueil très riche et varié. Nous avons plein d'histoires dedans qui finissent souvent par une moralité, comme Lounja Bint el-Roul, et La vache des orphelins, etc. Donc il y en a plusieurs, et voilà, c'est un recueil. Alors Lounja Bint el-Roul, franchement, ça m'a toujours interpellé ce paradoxe, Bint el-Roul qui roule, mais elle qui est une véritable beauté. Une véritable beauté. Exactement. Voilà, c'est vraiment un paradoxe de ce conte. Très intéressant à voir. Donc ici aussi j'ai ramené un livre de contes et de légendes du Maghreb. Donc ça il peut se trouver dans des bibliothèques. Toi tu l'as trouvé dans ta bibliothèque. Dans ta bibliothèque, parce qu'on voit quand même que... Il est un peu usé par le temps. C'est pas grave. Un peu usé par le temps, mais ça prouve quand même qu'il a bien été lu. Voilà. Il a servi. Il a fait le bonheur de pas mal de lecteurs. Exactement. C'est toi. Oui. Alors, j'aimerais juste passer un message, si je peux. Alors, c'est qu'il faut sauver ce patrimoine dans l'éducation. L'intérêt pour l'éducation est primordial. Ah, vraiment, ça fait plaisir à Samira, parce que juste avant que tu rentres, on en parlait justement. Merci, Maïssa. Voilà. Alors, ce patrimoine meurt à cause de la rareté des compteurs, aux fausses idées, aux dangers des nouvelles technologies et à la mondialisation culturelle. Alors, tu sais que dans certaines écoles, chose qui est très intéressante, ce qu'ils ont fait dans certains collèges surtout, parce que les primaires sont encore un peu petits, mais dans les collèges, par exemple, le premier trimestre, on le sait, c'est le trimestre le plus long, donc c'est déjà environ 3 mois d'école. Donc, le premier trimestre, les élèves doivent lire minimum 2 contes. Et des contes, pas des contes comme ça, hein, pas des contes de 20-30 pages, mais vraiment des contes très importants. Et ils doivent faire des résumés pour prouver à la maîtresse qu'ils ont réellement lu les contes. Et donc pour les autres trimestres, du moment qu'ils sont plus courts, eh ben, à ce moment-là, ils liront un seul. Donc du coup, l'année, ils auront 4 à 5 contes à lire. Ça, c'est très intéressant donc, à faire pour aller donc, dans le message que tu as lancé. Exactement. Et puis justement, on est en train de parler avec Samira juste avant que tu rentres pour transcrire tout ça. C'est du patrimoine immatériel. Voilà, tout ce patrimoine immatériel, donc le rendre en livre et pourquoi pas donc l'éditer, commençant par la réédition déjà des livres de Mohamed Dib.
donc, il faut le protéger et le promouvoir. Comme tu as parlé sur l'école, etc., je vais vous citer quelques noms de conteurs qui perpétuent la tradition, qui écrivent encore des recueils et collectent des contes. Ils se déplacent aux écoles aussi. Il y a des conteurs qui se déplacent aux écoles. Je peux en citer. Ça, c'est intéressant aussi. Mahi Siddiq, Amina Mekahli, Taïeb Bouamar, Mounia Aït Maddour, Abdelhamid Bourayou. Voilà, donc ce sont des personnes avec qui on peut prendre contact et les inviter carrément au niveau des écoles. Alors, Meissa, voilà. Alors, Meissa, il y a le réalisateur qui voudrait te faire passer quelques titres de Mohamed Dib. Ben voilà, c'est la trilogie d'Algérie, la grande trilogie d'Algérie, donc La Grande Maison, L'Incendie et Le métier à tisser de Mohamed Dib. Alors, ce sont des ouvrages, des contes qui ont été écrits des romans qui ont été écrits pour les adultes, mais les enfants peuvent aussi les lire. Et qui ont été adaptés à la télévision, puisqu'on a regardé voilà. avec le petit Omar Le aussi. petit Omar, effectivement, dans L'Incendie. Exactement. Dans L'Incendie, le film d'Al-Hariq. Mustafa Badia. Mustafa Badia. C'est ça. Voilà, effectivement. Donc, qu'on a suivi pendant des années, une très belle œuvre. Qu'on continue à suivre. Exactement. Donc, c'est un film qui est carrément indémodable, qu'on peut voir toujours avec la même... En général, tous les films qui sont adaptés de romans ou de livres, de littérature, franchement, ce sont de très très beaux films. Voilà, effectivement. Alors, Meissa, aujourd'hui, tu n'es pas venue accompagnée de ton instrument comme d'habitude, mais elle va nous faire quelque chose. Eh ben oui, super. Cette fois-ci, elle va nous replonger, elle va nous faire replonger dans notre enfance, toi et moi, Samira, et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je vais vous conter un conte cette fois-ci. Eh oui, oui, super. Donc, je vais vous conter le conte de Nia ou Hila, le conte préféré de ma mère. Qu'on salue. Qui est d'actualité aussi, hein, qui est toujours d'actualité. Oui, alors... Merci Sonia pour le conte. Kharftkom ma kharftkom. Il était une fois deux amis, inséparés. L'une du nom de Nia, qui veut dire l'innocence, et l'autre du nom de Hila, qui veut dire la malice. Un jour, elles ont décidé d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Elles ont préparé leur sac de provisions et elles ont pris la route. Elles ont marché, دخلوا بلاد خرجوا بلاد دخلوا بلاد خرجوا بلاد jusqu'au jour où elles se sont arrêtées pour manger. La malice a dit à l'innocence: on va commencer par manger ta ruina et quand il n'en aura plus, on va manger la mienne. Elle n'y a accepté car elle était innocente. Elle a commencé à partager sa ruina et elles ont repris la route. Et son sac était vide, il fallait s'y attendre. Il s'est vidé et donc c'était au tour d'El-Hila. Mais El-Hila a pris son sac, elle a mélangé sa ruina, elle a commencé à la manger toute seule. Quand Nia a réclamé sa part, elle lui a dit: si tu veux que je partage avec toi, il faut me laisser te crever un œil. Comment? Me crever un œil? Mais tu ne le penses pas quand même. Si, avec un œil en moins, tu peux toujours aller au pèlerinage, mais sans rien manger, tu vas mourir de faim. Et Nia a accepté. Et elle lui a crevé un œil et elle lui a donné un peu de sa ruina. L'autre jour, le même scénario s'est répété. Elle lui a crevé le deuxième œil contre un tout petit peu de ruina, mais cette fois-ci, elle l'a laissé au pied de l'arbre. Elle était aveugle et pourtant on l'a laissée au pied de l'arbre. Et c'était le seul arbre qu'il y avait dans cette région. Elle avait peur, donc elle a grimpé sur l'arbre et elle a bien fait, car chaque soir, tous les animaux se regroupaient autour de cet arbre. Le lion plutôt, arriva le premier, exactement, arriva le premier, furieux comme à son habitude, autoritaire comme à son habitude, cria haut et fort: est-ce que la princesse est-elle toujours aveugle? Est-ce que les jardins du sultan sont-ils toujours secs? Et les animaux répondaient: oui, la princesse est toujours aveugle et les jardins du sultan sont toujours secs. Eh bien, dit le lion, personne ne doit révéler notre secret, qui est que les feuilles de notre arbre guérissent de la cécité et que, en plantant une branche, les sources jaillissent. Nia, qui avait tout entendu, attenda jusque l'aube que les animaux se dispersent, prena quelques feuilles
se frotta les yeux et recouvra la vue. Elle a pris quelques autres feuilles, prena quelques branches et alla directement au chemin du palais. Elle entra, elle soigna la princesse et fit jaillir les sources. Et le sultan l'a bien récompensée. Il lui donna une belle maison et beaucoup d'argent. Donc, alors, et El Hila, qui est passée par ici, elle avait entendu un nia par-ci, un nia par-là, un nia par-ci, un nia par-là. Quoi? Un nia? Je l'avais laissée pourtant aveugle au pied d'un arbre. Je ne crois pas que c'est elle, je vais aller vérifier. Elle se dirigea vers la maison d'El-Nia. Elle lui ouvrit la porte et, sans même pas lui dire bonjour, elle lui dit « Je ne t'avais pas laissée dans l'arbre aveugle, tu devrais être morte. » Et Nia, qui était Nia, qui est restée innocente, lui a révélé tout le secret. El-Hila, furieuse, alla directement chez l'arbre. Elle monta et elle attenda que les animaux arrivent. Le lion, furieux comme à son habitude, je dirais plus furieux cette fois-ci, il hurla « Qui a révélé notre secret? Et si vous ne le savez pas, faites une enquête !» Les animaux « On ne sait pas, on ne sait pas. » Et El-Hila, elle a sauté entre les animaux. Elle a dit « Je sais c'est qui, je sais c'est qui, c'est Nia, c'est Nia. » Le lion « Nia, qu'est-ce que tu fais là, en haut de notre arbre, à nous espionner? Moi, je pense plus que c'est toi. » Et elle l'a dévoré. Et je vous laisse imaginer ce qu'il lui a fait avec ses crocs. Découpé en petits morceaux et chaque animal a pris un petit bout. Depuis ce jour, on n'a plus entendu parler d'El-Hila et encore moins El-Nia qui vivait une vie heureuse dans sa petite maison. Magnifique. Bravo. Franchement, merci. Bravo, Meissa, vraiment très très bien, effectivement. Avec... Merci beaucoup, Meissa. Merci, c'est une bonne actrice en plus. Hein. Voilà, merci beaucoup, Meissa. Merci, Samira, d'avoir été parmi nous ce matin. C'est un moment magnifique que nous avons passé avec toi, comme à chaque fois. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Au revoir.